peut être surpris du mélange entre, d'un côté, ce musée national de la préhistoire et François Augiéras avec une trentaine de ses tableaux. Y a-t-il un lien et si oui, lequel ? Oui. Oui, effectivement, c'est parfaitement étonnant de montrer François Augiéras dans un musée de préhistoire. Pour étonnant que ce soit, en fait, il existe bien un lien réel entre Augiéras et la préhistoire. Notamment, d'abord, d'un point de vue de son emprise, son attachement viscéral avec ce pays, et notamment ce triangle d'or, ce paradis qu'il s'est lui-même constitué, c'est-à-dire la Vézère, les Beunes, la Dordogne, le triangle entre Dordogne et Vézère, qui forme pour lui l'image d'un paradis, mais il faut imaginer qu'on se situe dans un contexte de désertification rurale, donc le Périgord à ce moment-là n'avait pas du tout la même configuration telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc en fait, il avait vraiment un attachement vraiment profond, intime avec ce pays, ce paysage, avec les collines du Sarladais, avec la Vézère, ses rives, les falaises, la roche, la présence des grottes. Et tout au long de sa vie, la grotte aura un rôle dans sa création et la proximité, j'ai envie de dire, sensible, sensuelle avec la paroi. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière sous-jacente tout au long de sa vie. Et le lien entre sa peinture et la préhistoire, il faut vraiment replacer ça dans un contexte des préoccupations artistiques et intellectuelles de toute une époque d'après-guerre, depuis 1945 jusqu'à la fin des années 50 au moins. C'est-à-dire que en ceci que le modernisme, les recherches artistiques en particulier et intellectuelles, vont aller vers les sources anciennes, vers essayer de se ressourcer, se régénérer vers les arts dits primitifs, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et parmi ça, bien sûr, on va trouver la préhistoire. Picasso va dire, après sa visite de Lascaux, j'ai enfin trouvé mon maître. Voilà, on sent bien qu'il y a tous des Paul Gauguin, des Paul Klee, vont chercher de ce côté-là vers les arts exotiques, les arts lointains. Et Augiéras ne fait pas du tout exception à la règle. Sauf que la singularité d'Augiéras, c'est qu'à un moment donné, il va prendre le credo du modernisme à la lettre et il va pousser ses logiques à leur paroxysme, au point que le modernisme, lui, d'une certaine manière, va rester sur le seuil des logiques qu'il a lui-même engendrées, mais Augiéras les prend, on pourrait dire presque naïvement, à la lettre, et il va jusqu'au bout de la démarche, et ce qui arrive à des œuvres où en tout cas, c'est la projection peut-être imaginaire pour partie sans doute qui se confirme au fur et à mesure que les recherches continuent. Mais on voit bien que l'œuvre d'art n'a pas le statut d'une œuvre, n'est pas là pour faire un décor de salon parisien, la civilisation de Paris, c'est son mot, qui détestait, mais d'où un recours aux forêts, un retrait dans la campagne du Périgord, mais aussi au Sahara, au désert, des choses comme ça. Des lieux qu'il avait connus. Ah oui, tout à fait. La Grèce, l'Afrique du Nord, le Sahara. D'ailleurs, le ciel étoilé, le désert, l'océan, tout ça concourt à la même image, c'est-à-dire c'est faire face à l'illimité. Et donc il veut vraiment être un homme seul face au monde, épouser le monde d'une manière sensuelle et bien évidemment spirituelle. Et pour lui,
Et c'est la projection qu'il fait avec l'art de la préhistoire. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent viscéralement. C'est que c'est un art magique, c'est un art qui a une fonction spirituelle, c'est un art dont il a besoin de se rapprocher presque charnellement, d'avoir une filiation. Non seulement une filiation, mais un enthousiasme, j'ai envie de dire presque, l'art est à bout, il est chargé, et c'est tout ça qu'il va chercher tout au long de sa vie à reproduire dans ses œuvres d'art, c'est-à-dire à charger ses œuvres de puissance, de force cosmique, de force terrestre, et que l'œuvre soit vivante, donc mortelle. C'est pour ça qu'on a ici un exemple d'une œuvre qui est une œuvre cible, c'est-à-dire que elle est mortelle, l'œuvre est mortelle, on peut lui tirer dessus, et là on voit bien que le geste est aussi moderne, c'est-à-dire que étant vivante, on voit bien qu'Augiras est précurseur de certaines formes artistiques contemporaines, comme celle-ci. On pense à Niki de Saint-Phal qui va tirer sur sa peinture, sur son rapport entre peinture et écriture, son rapport autofictionnel qui va pousser d'une manière très singulière, très propre à lui, où effectivement il joue comme ça, il se joue vraiment littéralement de nous, il endosse plusieurs masques, il en joue, et en fait il faut vraiment pas prendre tout à la lettre chez Augiras, mais tout ça est orienté dans une seule et même direction, c'est celle de la mutation, de la régénération d'un art. Alors il est dans une perspective, c'est vrai, parfois discutable, peut-être on dirait, il parle du déclin, de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a véritablement des accents antimodernes chez Augiras, mais pour autant, c'est pour ça que moi je parle d'un Augiras qui est un ultra-moderne. C'est-à-dire qu'il est à la fois très très moderne, très en phase avec l'époque de son temps, mais en même temps il dépasse, il est ultra-moderne dans ce sens où il dépasse la logique même du modernisme, et que voilà, et du coup, il pousse la logique du modernisme jusqu'à son aporie, jusqu'à ses propres retranchements, et lui, il dépasse ça, il en fait quelque chose, en tout cas c'est sa volonté, il cherche à ce que l'œuvre d'art redevienne un objet sacré, un objet tabou, un objet chargé. Et pas un objet que l'on accroche sur un mur. Pas seulement. Ouais. Elle peut s'accrocher sur un mur comme une icône le serait, mais le rapport à l'icône est intéressant, même quand il s'agit de parler de ses peintures comme d'icônes modernes, comme il les a lui-même appelées. Ce rapport est intéressant parce que on voit bien qu'Augiras a peint tout au long de sa vie, qu'il soit passé de l'abstraction ou de la figuration. Le problème chez lui n'est pas ce clivage, ça l'intéresse pas, ça. Ce qui l'intéresse, c'est que l'œuvre soit vivante, et dans l'icône, il ne s'agit pas d'une représentation, mais d'une présentation. C'est la présence du Dieu lui-même qui vient dans la peinture, et c'est ça qu'il va chercher à l'Athos. C'est la présence. Comment une peinture vient figurer la présence réelle, et en fait tout au long de sa vie, qu'il soit à embrasser un arbre ou la roche d'une paroi ou une peinture, c'est toujours ce qu'il recherche, c'est le réel, c'est d'embrasser le monde, avoir accès à une réalité ultime. Tout ça, bien sûr, pris dans une visée assez spirituelle. Avec les supports, et là il était très moderne parce qu'il recyclait le bois par exemple, où il a utilisé, et on s'en rend compte dans cette exposition, des tissus, des draps, des vieux draps même peut-être. Oui, alors souvent nécessité faisant loi, de ce point de vue-là, il a souvent été précurseur aussi, mais
comme souvent les artistes prennent parti des défauts, des manques, et bien lui également, il a su tirer parti de la précarité de sa vie, de son nomadisme exacerbé, de son instabilité foncière. Et du coup, c'est vrai qu'il a peint souvent sur les supports qu'il a trouvés. Donc, parmi les exemples qu'on a ici au musée, eh bien, on va retrouver les fonds d'armoire de sa mère, les draps de sa mère, ou des toiles de jute qu'il a achetées en solde chez un drapier au marché du coin. Alors, il y avait un lien aussi avec ici la commune des Aisy, puisque il a fait la rencontre avec Placé, un autre artiste. Oui, alors c'est une longue histoire avec Placé et puis tout un groupe d'amis, parmi lesquels on compte Jean Boyer, Marcel Lotte, Guy Sellerier. J'en oublie sans doute. Il faut venir ici voir l'expo. Voilà, et en fait, ils se sont tous rencontrés à Périgueux, et Paul Placé a été nommé vers 1952 aux Aisy, où il a été instituteur, et son logement de fonction ayant brûlé à un moment donné, il a loué une petite maison de l'abri Casserole qui existe toujours juste au-dessus du musée, dans un abri rocheux, voilà. Et Augiéras est venu lui rendre visite très souvent, et c'est là qu'il a peint, écrit, brûlé de l'encens, comme il dit. Il a cette phrase, il y a 2000 ans qu'on n'avait pas brûlé de l'encens sur les rives de la Vézère, enfin, des choses comme ça. Et c'était aussi le point de départ pour des aventures ou des chasses fantastiques dans la Beune, ou des descentes de la Vézère en radeau. Voilà, il raconte ça soit dans Une adolescence au temps du maréchal, soit dans la fiction L'apprenti sorcier, qui inspirait beaucoup de choses qu'il a vécues ici aux Aisy. À qui appartiennent aujourd'hui les œuvres qui sont présentées dans cette exposition jusqu'à la fin du mois de mars ? Alors essentiellement à des propriétaires privés, des collectionneurs, Paul Placé qui en possède de nombreux tableaux, Miguel Barceló qui est un artiste, un peintre et plasticien d'envergure internationale qui est connu, et qui avait lui-même exposé les tableaux d'Augiéras lors de la Biennale de Venise en 2009, quand lui-même exposait à cette occasion dans le pavillon espagnol. Ensuite, des gens qui, comme Laure Crouzet-Fanlac, qui donc est la fille de Pierre Fanlac, voilà, des gens qui ont soit par des accidents de la vie, des hasards plutôt que des accidents, mais ont pu avoir chez eux une œuvre ou qui l'ont trouvé. Voilà, donc beaucoup de prêteurs comme ça qui ont eu la gentillesse de contribuer à l'exposition par ce fait-là. De son vivant, François Augiéras avait-il vendu des œuvres ? Alors, à ma connaissance, je crois qu'il a pu en vendre peut-être une ou deux, mais à mon avis, guère plus. J'avoue que je ne suis pas complètement certain de tout, mais je crois qu'il avait vendu certaines toiles en Tunisie, vers la fin de sa vie, en 69 ou quelque chose. Donc, comme bon nombre d'artistes, il a connu la notoriété après sa mort. Oui, et aussi bien à travers les peintures que les livres. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que grâce aux livres, et notamment le vieillard et l'enfant, il avait quand même eu une certaine notoriété, en tout cas dans un milieu restreint et artistique. Mais c'est vrai que l'essentiel de sa notoriété, on la doit au travail de beaucoup de gens qui ont travaillé après sa mort, effectivement, et dont le travail remarquable de Paul Placé. Et malheureusement, moi je crois beaucoup que les 50 ans qu'on fête aujourd'hui de sa disparition,
vont marquer un tournant dans la réception de François Augiras et qu'on va moins s'attacher aux petites rumeurs, aux petites choses. On ne sait rien d'Augiras sauf l'essentiel, à savoir les conneries. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, grâce à la transmission de ses amis, le travail de Placet, le travail de Marcel Lotte, je crois qu'on va passer à une autre phase dans la réception d'Augiras et qu'on va le redécouvrir et qu'on aura enfin peut-être accès à Augiras lui-même. Quand la population acceptait ce groupe d'artistes-là, Augiras, Placet, Lotte, est-ce qu'il y avait un regard particulier de la population vers ces artistes à une période où le Périgord n'accueillait pas vraiment les artistes comme c'est le cas aujourd'hui, au Nuit-la-Butte-Montmartre? Alors, de mon point de vue, c'est un peu difficile de parler du groupe dans son ensemble. Mais en tout cas, il est certain qu'Augiras ne s'est pas fait que des amis. Il n'a jamais considéré rien qui puisse aller dans une acceptabilité de sa position d'artiste. C'est vrai qu'il a toujours cherché à revendiquer cette singularité. Et c'est vrai qu'il n'était pas toujours très aimable. Il aimait la solitude. Il aimait la solitude. Donc il était inquiétant pour bon nombre de gens. Et cette figure n'était pas, pour l'époque, était difficilement compréhensible. On ne savait pas ce qu'il fabriquait, ce vagabond. Merci beaucoup pour cette visite. On va terminer avec quelques infos pratiques. Effectivement, pour visiter cette exposition temporaire, nous vous proposons soit un livret d'accompagnement qui sera distribué à chaque visiteur à son arrivée, mais évidemment, on vous invite surtout à suivre une visite commentée par Marc Saboya, historien de l'art, le jeudi 10 février. Alors, pour deux types de publics bien spécifiques. Le matin, ça sera plutôt pour le public scolaire à 11h, donc n'hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre classe. Et à 15h, donc le même jour, le jeudi 10 février, ça serait pour tout public, pour toute personne intéressée pour découvrir les œuvres de François Augiras. Nous aurons le samedi 15 janvier un concert-conférence, Le Diable Ermite, avec Benjamin Bondonneau, Lionel Marchetti et Jean-Yves Bosseur. Ça se passera à l'auditorium du musée, n'oubliez pas de réserver également. Le samedi 26 mars à 18h, là nous aurons le dévernissage, parce que là, évidemment l'approche de la fin de cette exposition ne sera pas loin. Donc le voyage d'un mort avec Inna Maïmoura, notre commissaire d'exposition, et David Chiesa. Le week-end Musée Télérama, le 19-20 mars. Là, on vous fera quelques petites surprises, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et le Printemps des poètes aussi au mois de mars, ce sera une quinzaine très importante pour nous, puisque consacrée à l'art poétique forcément. Des lectures de textes de François Augiras accompagneront toutes les visites, commentées par nos conférenciers. Merci beaucoup. Je suppose qu'on peut retrouver toutes ces informations sur le site internet, sur les réseaux sociaux? Exactement. Sur le site internet du musée, vous trouverez aussi le lien pour réserver, puisque nous avons une plateforme de réservation Affluence. Donc vous retrouverez toutes les visites, les ateliers, parce que j'ai également oublié de mentionner, mais nous avons un atelier qui est en préparation par notre conférencière, qui sera intitulé Mérive, pour les plus jeunes, jusqu'à, on va dire, de 6 à 100 ans, si vous voulez. Si vous avez envie, effectivement, de créer, c'est à la fois de l'art plastique, et ça sera proposé à partir du mois de janvier. D'accord, donc c'est une entrée pour l'exposition au prix de l'entrée du musée. Voilà, et pour certaines activités, il y a un petit supplément. Voilà, mais certaines, par exemple, pour la soirée du 15 janvier ou du 26 mars, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci.